Le silence enveloppait Fairchild Air Base tel un linceul funéraire. Depuis 18 minutes, les radios ne diffusaient qu'un souffle de parasites et le grondement lointain des générateurs au diesel. Dans le centre opérationnel, le général Everett Langford fixait l'écran tactique où un unique point clignotant venait de disparaître quelque part au-dessus de la vallée de Duskpine. Ce point représentait la capitaine Marlowe Kincaid, indicatif Ghost Rider. Et selon tous les systèmes de surveillance alignés dans cette salle, elle n'était plus de ce monde. Écrivez en commentaire d'où vous regardez cette vidéo, mettez un pouce bleu et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Mon général, nous avons perdu toute télémétrie, murmura le sergent-chef Keegan, presque inaudible. Le dernier signal GPS indiquait l'appareil en vrille à 8000 pieds, aucun déploiement de parachute détecté. La mâchoire de Langford se crispa. 3 mois plus tôt, il s'était opposé à l'affectation de Kincaid au 455e escadron expéditionnaire, non pas qu'elle manquât de compétences, son dossier parlait pour elle, mais parce que le AADAS Thunderbolt 3 n'était pas, à ses yeux, un terrain pour des démonstrations de parité. Le Warthog exigeait une race particulière de pilotes, brute, implacable, capable de se fondre dans la machine elle-même. « Temps écoulé depuis le dernier contact ?» demanda-t-il. 18 minutes 43, mon général. Ses yeux glissèrent vers le tableau de mission où le nom de Kincaid était déjà effacé. La procédure voulait qu'après un quart d'heure de silence radio en opération, on présume l'équipage porté disparu au combat. La bureaucratie de la guerre avançait comme une mécanique froide, même si cela signifiait rayer l'un des leurs. Mais Marlowe Kincaid n'avait pas reçu son surnom en obéissant au manuel. 12 ans plus tôt, simple cadette de la Coast Guard Academy de New London, elle s'était retrouvée piégée dans une tempête de neige, boussole brisée. En s'aidant des étoiles et de sa détermination, elle avait guidé tout son escadron jusqu'à la base. À l'aube, ses instructeurs l'avaient retrouvée penchée sur des cartes de navigation célestes, quand les autres cadets dormaient encore. Comme un fantôme porté par le vent, avait soufflé un officier. Et le nom était resté. À présent, perchée quelque part dans les montagnes sangres de cristaux, cette même ténacité était mise à l'épreuve d'une manière que l'Académie n'aurait jamais pu enseigner. Les moteurs du A-10 s'étaient chus à 6 miles au nord-est du Firebase Yates. Ce que les radars et consoles de Fairchild ignoraient, c'est que Ghost Rider était toujours vivante. Suspendue, tête en bas, dans son siège éjectable à 100 mètres au-dessus d'un bastion taliban, elle observait ses ennemis se ruer sur l'épave comme des fourmis sur du miel répandu. Sa radio de survie grésilla, mais elle n'osa pas transmettre. Pas encore. Si elle s'était mise dans ce piège en s'écartant du plan de vol pour suivre des mouvements suspects, il ne lui restait qu'à s'en sortir seule. En contrebas, les insurgés avaient déjà récupéré les munitions de son canon Geagu 8 Avenger et s'activaient autour des missiles Maverick avec une efficacité troublante. Ce n'étaient pas de simples paysans armés de Kalachnikov. Non, ceux-là étaient formés, disciplinés. Ils l'attendaient. Dans le centre des opérations, la Major Céleste Armitage arpentait le sol comme une panthère en cage, le regard fixé sur l'espace vide où l'appareil de Kincaid aurait dû apparaître. Responsable du contrôle aérien rapproché, elle avait guidé Ghost Rider dans des dizaines de missions au cours des derniers mois. Elle avait vu la jeune capitaine développer une aptitude presque surnaturelle à deviner le terrain et à sentir la présence de l'ennemi avant même que les troupes au sol n'appellent du soutien. Major, il faut déclencher une mission de recherche et sauvetage, insista le lieutenant Harlan, tendant une liasse de procédures. Armitage leva une main pour imposer le silence. Quelque chose la troublait dans la dernière transmission de Kincaid. Au-delà du banal Mayday, il y avait eu une séquence étrange. 27 Alpha Niner Charlie. Ce n'était ni un système de coordonnées connu, ni un code d'urgence. Mais Marlowe Kincaid n'agissait jamais au hasard. Chaque appel radio, chaque frappe, chaque manœuvre était aussi précis qu'un coup sur un échiquier, anticipé des dizaines de coups à l'avance. Le général Everett Langford s'approcha de l'écran tactique, son visage buriné se découpant dans la lueur bleutée des moniteurs. « Major, quelle est votre évaluation ?» demanda-t-il. « Mon général, quelque chose cloche », répondit la Major Céleste Armitage en faisant défiler les enregistrements de vol.
L'appareil de la capitaine Marlowe Kincaid n'affichait aucune défaillance mécanique avant l'incident. Les conditions météo étaient dans la norme, elle menait une mission d'interdiction routinière le long d'un couloir que nous avions sécurisé 2 fois cette semaine. Et votre conclusion ? Ma conclusion, monsieur, c'est que Ghost Rider ne s'écrase pas sans se battre, et elle n'emporte personne avec elle sans raison. Le visage du général se radoucit un instant. Malgré ses réticences à l'égard des femmes en mission de combat, il avait visionné assez de fois les séquences de la caméra embarquée de Kincaid pour reconnaître un vrai talent. La jeune femme verrouillait ses cibles avec une précision chirurgicale et prenait des décisions tactiques juste sous pression. Mais le talent ne protège pas contre les missiles solaires, et il n'empêche pas qu'une panne arrive au pire moment. « Major, j'ai besoin de vous aussi », intervint le sergent-chef Keegan depuis sa station de communication. « Je capte quelque chose sur la fréquence d'urgence. C'est inhabituel. » Le centre opérationnel se tut, tandis que Keegan réajustait son casque, le visage concentré. Un son traversa les haut-parleurs qui fit relever la nuque de tous les pilotes présents. Le sifflement du vent à travers du métal éventré, puis une respiration haletante, signalant quelqu'un en grande détresse. Sous ces bruits, à peine perceptibles, se dessinait un rythme de clics et de pauses qui évoquait du morse. « Ce petit malin transmet en morse », souffla le sergent-major Whittaker, le doyen des pilotes du escadron. Haut dans la vallée de Duskpine, suspendu par son harnais de parachute avec l'épaule luxée et 3 côtes fracturées, la capitaine Marlowe Kincaid martelait méthodiquement la clé de la radio de survie. Elle ne pouvait pas parler, des combattants talibans se trouvaient à moins de 50 mètres, mais elle maîtrisait encore l'art ancien que tout aviateur apprend en école de survie, puis oublie souvent, le morse. Son message était simple et vital. Vivante, appareil capturé, camp ennemi, coordonnées suivent. Les chiffres qu'elle émettait n'étaient pas des chiffres au hasard. Il localisait exactement ce qui ressemblait à un vaste nœud logistique taliban. Dépôt d'armes, matériel de communication et une trentaine d'hommes au moins. Son crash n'était pas fortuit. Elle avait été attirée dans une embuscade sophistiquée par des adversaires qui connaissaient nos tactiques d'appui aérien mieux qu'on ne l'avait prévu. Mais les assaillants avaient commis une erreur cruciale. Ils pensaient que neutraliser l'appareil suffisait à éteindre la menace. Ils n'avaient pas pris en compte que Marlowe Kincaid ne se considérait jamais uniquement comme une pilote. Elle était un système d'armes, l'A-10 n'était que sa plateforme favorite. Suspendue dans l'obscurité, tandis que des voix ennemies se rapprochaient, elle commença à préparer son prochain mouvement. Les combattants avaient son appareil, pas sa personne, et ce, pensa-t-elle avec dureté, serait leur faute. Sa trousse de survie la rendait dangereuse. Pistolet, fusée de détresse, couteau de combat et, surtout, un émetteur GPS capable de guider nos forces directement vers cette position ennemie inconnue. Les chasseurs allèrent devenir les chassés, sans même s'en douter. En bas, des voix s'élevaient tandis que ces ravisseurs organisaient des groupes de recherche pour retrouver la pilote qu'ils supposaient blessée et incapable. Ils avaient raison à moitié. À Fairchild, la transmission en morse électrifia le centre des opérations. Le général Langford se surprit à reconsidérer tout ce qu'il croyait savoir sur la capitaine Kincaid, tandis que la major Armitage et l'équipe communication décryptèrent le message. « Mon général, elle est vivante, » fit Armitage. « Elle opère en reconnaissance. Ses coordonnées correspondent à un camp qui n'apparaît sur aucune de nos cartes. Si c'est exact, il s'agit du centre logistique taliban que nous cherchons depuis des mois. » Le général Everett Langford scruta l'écran tactique où la position signalée de la capitaine Marlowe Kincaid était marquée d'une icône rouge. L'endroit se trouvait profondément en territoire ennemi, ceinturé de crêtes qui rendaient toute insertion héliportée extrêmement périlleuse. « Quel est le délai pour une opération de recherche et sauvetage ?» demanda-t-il. « Au minimum 6 heures pour préparer une extraction correctement, mon général, à condition que la météo reste favorable. » 6 heures, en territoire hostile, blessé, avec des forces ennemies qui la cherchent activement, Kincaid aurait de la chance de tenir 6 minutes, encore moins 6 heures. Tous les protocoles recommandaient de la considérer comme perdue, d'acter la perte au combat et de passer à la planification de frappe contre le camp qu'elle venait de signaler. Pourtant,
Quelque chose dans sa transmission en morse laissait entendre qu'elle ne comptait pas attendre d'être secourue. La dernière partie du message avait été brève mais explicite. Demande, mission de tir, nous désignerons TRTS. Ghost Rider terminé. Elle entendait donc demander une frappe sur sa propre position. C'était, se dit Langford, soit l'acte de bravoure le plus absolu qu'il ait vu en 30 ans de service, soit la folie la plus totale, peut-être un peu des deux. Le sergent-major Whittaker s'avança vers le général, le visage sombre. « Mon général, j'ai déjà travaillé avec des pilotes de ce genre. Elle ne réclame pas un sauvetage. Elle demande un appui pour mener à bien sa mission. Sa mission initiale était d'assurer un appui aérien rapproché dans le secteur 7. Cette mission est terminée. Mais, avec tout le respect, je ne pense pas que Ghost Rider le voie ainsi. Elle a trouvé le centre ennemi que nous cherchons depuis des mois. Pour elle, la mission vient de prendre une toute autre dimension. » Langford pesa ses arguments. La doctrine fixe clairement les priorités de sauvetage, mais elle est aussi explicite sur l'exploitation d'une cible. Si Kincaid pouvait désigner des objectifs de haute valeur dans ce camp, une frappe de précision pouvait infliger un coup sérieux aux opérations talibanes dans la région. La question restait, tiendrait-elle assez longtemps pour que cela en vaille la peine ? 15 minutes après avoir transmis ses coordonnées, le premier combattant taliban tomba sur le parachute de Marlowe. Malheureusement pour lui, il découvrit la toile enchevêtrée dans une branche à 9 mètres du sol, alors que la pilote l'observait depuis un poste d'observation camouflé dans les rochers à une 50aine de mètres. Ces cris de surprise alertèrent le reste de la patrouille, mais confirmèrent aussi les pires soupçons de Kincaid. Ces hommes n'étaient pas des locaux improvisés. Leur matériel était trop sophistiqué, leur tactique trop coordonnée. Quelqu'un finançait et formait cette opération à un niveau laissant penser à une implication étrangère. Grâce à la lunette nocturne empruntée à sa trousse de survie, elle dénombra au moins 8 combattants, se mouvant sur la zone du crash avec une précision militaire. Ils communiquaient par signes et portèrent des dispositifs de vision nocturne qui rivalisaient avec l'équipement américain. C'était une unité militaire professionnelle déguisée en insurgés. Ses côtes brisées rendaient chaque déplacement une torture, mais elle se contraignit à rester mobile. Le camp en contrebas bourdonnait d'activité. Des véhicules arrivaient chargés de renforts et de matériel. Quel que fût leur plan, son accident avait visiblement précipité leur calendrier. Elle appuya de nouveau sur la clé de sa radio de survie, envoyant de courtes rafales pour limiter les risques de détection. Camp actif. Estimation, plus de 40 personnes. Conseillers étrangers présents. Armement lourd confirmé. À Fairchild, la Major Celeste Armitage relayait ces informations au bon canot tout en suivant les transmissions intermittentes de Kincaid. Chaque message dessinait plus nettement la cible que les analystes tentaient d'identifier depuis des mois, mais mettait aussi en relief l'impossible position où s'était placé Ghost Rider. Elle mène une mission de reconnaissance en solitaire contre une position fortifiée. C'est soit brillant, soit suicidaire. Quelle est votre lecture de ses chances ? Demanda Armitage au général. Elle marqua une hésitation. Mon général, si une pilote de notre flotte peut réussir ça, c'est Kincaid. Mais les probabilités ne comptent pas, l'interrompit Langford. Ce qui importe, c'est de savoir si nous pouvons soutenir efficacement sa mission. Peut-on amener des paquets de frappes sur ses coordonnées ? Oui, monsieur, mais pas sans un risque significatif de victimes civiles, si elle s'est trompée dans son évaluation. Le général Everett Langford hocha la tête d'un air grave. C'était là le dilemme éternel de la guerre moderne, saisir une opportunité tactique quand chaque décision pouvait se transformer en erreur catastrophique. Les renseignements fournis par Marlowe Kincaid pouvaient sauver des vies américaines en anéantissant un important bastion ennemi. Mais si elle se trompait, si ses blessures altérèrent son jugement, une frappe de précision pourrait tourner au désastre. « Établissez-moi un lien direct avec Ghost Rider », ordonna-t-il. « Je veux lui parler de vive voix. »« Mon général, une liaison directe augmente le risque d'interception par l'ennemi, » objecta la Major Celeste Armitage. « Major, cette pilote tient actuellement la reconnaissance la plus cruciale de toute cette rotation. Elle a droit à parler directement à son commandant. » La radio grésilla, mordue par les parasites, puis la voix de Kincaid se fit entendre, haletante mais ferme.
Ghost Rider à Fairchild Actual, envoyé trafic. Langford se retrouvait face à la pilote qu'il avait un temps voulu réaffecter, une femme qui, désormais, mettait tout en jeu pour livrer des informations susceptibles de modifier le cours de l'opération. L'ironie n'échappa pas au général. « Ghost Rider, ici le général Langford, quel est votre statut ?»« Vivante, en surveillance, mon général. J'ai repéré ce qui semble être le principal nœud logistique taliban de ce secteur. Demande permission de désigner des cibles pour frappe immédiate. » Sa voix gardait la même sérénité professionnelle qu'en briefing, comme si solliciter des frappes en étant blessé et encerclé relevait d'un après-midi de travail ordinaire. Langford comprit alors qu'il avait peut-être foncièrement mal interprété ce qu'exigeait la conduite d'un pilote d'A-10. Il ne s'agissait pas de force physique ni de genre, c'était la capacité à rester opérationnel quand tout s'effondre, à transformer une débâcle en opportunité, à se battre quand d'autres auraient baissé les bras. Ghost Rider possédait ces qualités en abondance. Depuis son poste camouflé dans les rochers, Marlowe observait le camp ennemi avec un mélange d'effroi et d'intérêt. Ce qu'elle avait d'abord pris pour un simple bastion taliban s'avérait bien plus inquiétant. Les véhicules qui affluaient pendant la nuit transportèrent du matériel d'armée moderne, non l'équipement d'un groupe de guérilla. Missiles solaires d'origine chinoise, liaisons radio russes, dispositifs explosifs iraniens, ce n'était pas un dépôt ordinaire, mais un centre de coordination pour l'assistance militaire étrangère aux opérations talibanes dans tout le secteur. Sa découverte pouvait bouleverser l'évaluation du conflit par nos services, à condition qu'elle survive assez longtemps pour la rapporter. Fairchild Actual Ghost Rider, mise à jour de mon évaluation, transmit-elle. C'est plus gros que ce qu'on pensait. La voix du général grésilla dans son oreillette. Parlez, Ghost Rider. Mon général, je vois des conseillers militaires étrangers et du matériel provenant de plusieurs nations. On dirait un centre d'entraînement multinational. Au moins 12 véhicules équipés d'armements sophistiqués. Je recommande une frappe immédiate avant qu'ils ne déplacent leurs ressources. Le silence qui suivit dura assez longtemps pour lui faire craindre que sa transmission n'ait pas été reçue. Quand Langford prit finalement la parole, son timbre avait quelque chose de nouveau, de lourd. Ghost Rider, vous décrivez une cible aux implications stratégiques. Êtes-vous absolument certaine de votre évaluation ? Marlowe réajusta sa lunette de nuit et scruta le camp. Des silhouettes en uniforme se déplaçaient entre les bâtiments et les véhicules avec une précision militaire. Des conseillers étrangers supervisaient la manipulation d'équipements sophistiqués. C'était précisément le type de preuve que recherchaient les services de renseignement pour documenter une ingérence étrangère dans le conflit. Fairchild Actual, j'en suis certaine, demande coordonnées de mission de tir immédiate. Négatif, Ghost Rider. En attente d'extraction. On envoie une équipe de récupération. Respectueusement, l'extraction n'est pas réalisable depuis ma position actuelle. Des patrouilles ennemies se rapprochent. Je recommande une mission de frappe tant que les cibles restent stationnaires. Le dilemme de Langford devint évident pour tous dans la salle. Kincaid avait mis au jour un gisement d'informations d'une valeur inestimable, mais exploiter cette trouvaille signifiait risquer la vie de la pilote qu'il avait découverte. La doctrine militaire n'offrait aucune règle claire pour un cas où l'atout de reconnaissance et la cible se trouvaient à une si courte distance l'un de l'autre. La major Armitage revint vers la console, portant des images satellites fraîchement traitées. « Mon général », annonça la major Celeste Armitage, « on reçoit confirmation d'une activité accrue aux coordonnées de Ghost Rider. Plusieurs signatures thermiques, mouvements de véhicules conformes à ces rapports. Quelles options pour l'extraction ? Le terrain rendait toute insertion héliportée extrêmement périlleuse, surtout en conditions de combat. Toute tentative de sauvetage risquait d'engendrer des pertes supplémentaires, sans aucune garantie de succès. Le général Everett Langford fixa l'écran tactique, pesant des choix où chacun comportait des conséquences inacceptables. Envoyer une équipe de récupération et risquer encore plus de vies, lancer une frappe de précision et tuer sa propre pilote, ne rien faire et voir s'évanouir une opportunité stratégique précieuse, et avec elle l'une de ses meilleures officières. « Ghost Rider, quelle est votre recommandation ?» demanda-t-il. La question surprit toute la salle.
Confier une décision stratégique à une officier subalterne sortait des usages, mais rien dans cette situation n'obéissait aux usages habituels. La réponse de Marlowe Kincaid fut instantanée. « Mon général, je peux désigner des objectifs précis dans l'enceinte, tout en restant en position de sécurité relative. Des frappes ciblées sur les dépôts d'armes élimineraient la menace principale tout en préservant la valeur renseignementielle du site. Autorisation de mission immédiate recommandée. » Elle proposait de se substituer à un contrôleur aérien avancé, appelé des frappes sur une cible dont la survie dépendrait d'un timing au dixième de seconde et d'une précision chirurgicale d'aéronef qu'elle ne verrait peut-être jamais. Audacieux, dangereux et totalement fidèle au caractère de la pilote qui avait mérité son indicatif en naviguant dans l'impossible à force de volonté et de compétence. Ghost Rider, autorisation de désignation accordée. Paquet de frappes en route vers vos coordonnées dans 20 minutes. 20 minutes pour identifier des cibles, calculer les distances de sécurité et coordonner des frappes de précision, tout en échappant aux rondes de recherche ennemies. Pour la plupart des pilotes, c'eût été une échéance inatteignable. Pour Ghost Rider, ce n'était qu'un défi de plus à relever. Elle se mit en mouvement, cherchant de meilleurs postes d'observation. Sa survie reposait sur les mêmes qualités qui faisaient d'elle une pilote d'A-10 exceptionnelle. Planification stricte, exécution précise et refus absolu d'abandonner malgré l'adversité. Les combattants talibans avaient élargi leur périmètre de fouille, balayant méthodiquement le terrain autour du site du crash. Depuis son nouvel observatoire, Marlowe constata leur discipline et leur coordination. Loin d'être des insurgés désorganisés, ils opéraient comme une force entraînée, preuve supplémentaire que quelqu'un ailleurs leur avait fourni des renseignements très détaillés sur nos trajectoires de vol, capacités aériennes et procédures d'eau tactique. Ce camp n'était pas seulement logistique, c'était un centre de renseignement qui avait suivi nos opérations pendant des mois. Sa radio de survie s'anima. Ghost Rider, ici, Falcon Leader, paquet de frappes de 4 F-16 en route, arrivée prévu dans 15 minutes, prêt à copier coordonnées cibles. 15 minutes. Elle scruta la zone à la lunette et hiérarchisa les priorités. D'abord neutraliser les batteries NASAM pour empêcher l'engagement des chasseurs. Ensuite le centre de communication, puis les zones de stockage d'armement. La cible la plus cruciale restait le bâtiment où elle avait vu des conseillers étrangers entrer et sortir, mallettes et équipements électroniques à la main, l'endroit susceptible de contenir un renseignement d'une valeur inestimable sur l'ingérence étrangère. Falcon Leader, Ghost Rider. J'ai plusieurs cibles pour une séquence d'engagement. Premier objectif, batterie SAM au quadrillage 27 Alpha Niner. Charlie 4. Danger proche. Recommande guidage de précision. Copie Ghost Rider. Engagement danger proche autorisé. À noter, nos systèmes indiquent la présence de personnel ami sur ces coordonnées. Marlowe esquissa un sourire amer. Le personnel ami, détecté par leur capteur, c'était elle, à moins de 200 mètres de l'objectif qu'elle venait de désigner. En guerre conventionnelle, un appui si rapproché ne serait jamais validé. Mais rien, dans cette situation, n'était conventionnel. Appeler une frappe sur sa propre position, blessée et encerclée, relevait d'une logique tactique toute particulière. Falcon Leader, le personnel ami, est conscient du risque. Autorisé, feu sur le premier objectif. Les F-16 attaquèrent depuis le nord-ouest, leurs turbines à peine plus audibles que le vent qui parcourait les crêtes. Marlowe conserva le visuel sur la batterie SAM tout en évaluant les distances de souffle et les trajectoires de l'éclatement des éclats. Sa position devait rester sûre si les bombes atteignaient leurs objectifs. La guerre moderne reposait sur des risques calculés. Elle venait de juger que celui-ci valait la peine. La première bombe frappa la batterie SAM avec une précision chirurgicale. L'explosion inonda le camp d'un orange violent. Marlowe sentit la secousse à travers les rochers quand des détonations secondaires firent flamber carburant et ogive. Les voix des combattants talibans montèrent alors d'un seul coup, emplissant l'air de cris et d'ordres confus. Leur opération méticuleusement préparée se désagrégeait. Falcon Leader, excellent premier tir. Second objectif, bâtiment des communications au quadrillage 27 Alpha Niner. Charlie 6. Plusieurs antennes sur le toit. Personnel étranger observé. Copie.
Ghost Rider, on a la cible en approche dans 30 secondes. À la lunette, Marlowe vit des conseillers étrangers sortir précipitamment du bâtiment des communications, portant mallettes et équipements électroniques. Les documents qu'ils emportaient valaient manifestement le risque. Même sous bombardement, ils tentaient de sauver ce qui comptait. La seconde frappe pulvérisa le centre de communication, coupant toute capacité de coordination du camp avec d'autres unités. Pourtant, les conseillers s'étaient échappés avec leurs pièces les plus sensibles, se réfugiant dans des abris préparés qui démontraient qu'ils avaient prévu ce scénario. Ghost Rider, ici Fairchild Actual. Excellent travail sur la désignation. On observe d'importantes explosions secondaires sur les images satellites. La voix du général Everett Langford, filtrée par les interférences, laissait transparaître une fierté contenue. La pilote qu'il avait voulu réaffecter venait de montrer des qualités tactiques qui auraient impressionné des contrôleurs aériens chevronnés. Fairchild Actual, la mission n'est pas terminée. J'ai visuel sur du personnel à haute valeur qui évacue du matériel sensible. Je recommande une exploitation au sol tant que les cibles restent accessibles. Négatif ? Ghost Rider. Priorité à votre extraction. Des hélicos sont en route vers votre position. Marlowe entendit les rotors lointains des appareils de sauvetage, mais elle distingua aussi des groupes talibans se regrouper autour des zones du camp restées intactes. Les conseillers étrangers organisaient une évacuation méthodique pour préserver leurs ressources les plus critiques. La véritable mission qu'elle avait commencée en s'écrasant dans la vallée de Duskpine n'était pas achevée. Fairchild Actual demande permission de poursuivre la surveillance. Les cibles à haute valeur sont encore en cours d'extraction. Le silence depuis le quartier général dura juste le temps que les hélicoptères établissent un contact radio direct avec sa position. Dans son oreillette, Marlowe perçut une cacophonie de voix. Contrôleur aérien, pilote d'hélico, chef de terrain débattait de son statut et des priorités. Mais la conversation la plus lourde se jouait dans la tête du général Langford, qui regardait les flux satellites du camp qu'elle avait découvert et frappé. Les analystes confirmaient déjà que sa désignation avait permis d'éliminer une installation que l'on cherchait depuis le début du déploiement. Sa mission d'interdiction, a priori banale, venait de prendre une portée stratégique dépassant celle de nombreuses opérations de bataillon. Ghost Rider, ici le chef des équipes de sauvetage. On a votre balise en visuel. Préparez-vous pour extraction dans 5 minutes. Marlowe baissa les yeux vers la balise qu'elle avait activée, puis regarda le camp où les conseillers étrangers continuaient de charger des véhicules. Son extraction interromprait une veille qui produisait, en ce moment même, des renseignements d'une valeur inestimable. Elle prit une décision qui allait définir sa carrière. Chef de sauvetage, Ghost Rider annule l'extraction. Je deviens mobile pour poursuivre la surveillance des cibles à haute valeur. La radio explosa en protestation. Pilote d'hélico, état-major, tout le monde tenta de la contrecarrer, mais Marlowe avait déjà coupé sa balise et amorcé sa mise en mouvement vers un nouveau poste d'observation. Le site en contrebas était trop crucial pour être abandonné, et pour l'heure, elle restait le seul atout américain apte à suivre le repli ennemi. La voix du général Langford perça le brouhaha. « Ghost Rider, ordre formel. Conformez-vous aux procédures d'extraction. » « Mon général, répondit-elle calmement, avec respect, je suis la mieux placée pour recueillir des informations sur l'implication étrangère dans les opérations talibanes. Je demande l'autorisation de poursuivre la mission. La requête bafouait toutes les règles concernant l'évacuation d'un pilote, mais elle venait d'une aviatrice qui venait de faire preuve d'un sens tactique exceptionnel, dans des conditions impossibles. Le général Everett Langford se retrouva face au même dilemme qui avait jalonné toute sa carrière. Quand applique-t-on la procédure à la lettre et quand fait-on confiance à ses subordonnés pour prendre la bonne décision ? Ghost Rider, quelle est votre évaluation de la viabilité de la mission ? Demanda-t-il. Mon général, je peux maintenir la surveillance encore 6 heures. Le personnel ennemi évacue du matériel sensible qui pourrait fournir des renseignements sans précédent. Je recommande un report de l'extraction afin d'exploiter pleinement la cible. 6 heures en territoire hostile, avec des côtes fracturées et une épaule déboîtée, tandis que des équipes de recherche ennemies y cernaient à sa position. C'était soit
la lucidité stratégique d'une pilote qui mesurait l'enjeu, soit l'aveuglement de quelqu'un dont les blessures altérèrent le jugement. La Major Celeste Armitage vint apporter des mises à jour de renseignements qui éclairèrent la situation. Mon général, l'analyse préliminaire des dommages causés par la frappe confirme l'évaluation de Ghost Rider. Nous avons détruit une importante installation d'entraînement étrangère. Le personnel qu'elle suit pourrait nous conduire à des structures similaires dans la région. Langford fixa l'écran tactique où la position de Marlowe Kincaid brillait d'une icône rouge, profondément en territoire ennemi. Le règlement exigeait une extraction immédiate. Tous les calculs stratégiques, en revanche, montraient que sa surveillance prolongée pouvait se révéler inestimable. Ghost Rider, vous êtes autorisé à poursuivre la mission de surveillance, mais je veux un point de situation toutes les 30 minutes et au premier signe de compromission. Vous appelez l'extraction immédiatement. Reçu, Fairchild. Ghost Rider poursuit la mission, confirma-t-elle. Un silence pesant s'abattit dans le centre des opérations, tandis que chacun mesurait l'ampleur de la décision. Il venait d'autoriser une pilote blessée à mener seule une reconnaissance sur une position ennemie qui la cherchait activement. C'était de la flexibilité tactique brillante ou une inconscience lourde de conséquences. Le sergent-major Whittaker s'approcha du général d'un air entendu. « Mon général, j'ai déjà croisé des pilotes comme elle. Elle ne se contente pas de ramener du renseignement, elle traque. Et dans les montagnes de la vallée de Duskpine, encerclée par l'ennemi, nourrie seulement par sa détermination et son orgueil professionnel, la capitaine Marlowe Kincaid est devenue une chasseuse. » Le camp en contrebas recelait des secrets susceptibles de rebattre les cartes du conflit, et elle avait l'intention de tous les dévoiler. L'aube s'avançait sur la vallée de Duskpine comme un témoin réticent, teintant les crêtes de gris, mêlées à la fumée qui montait du camp détruit. Marlowe avait passé la nuit à suivre le personnel étranger qui évacuait ses biens les plus sensibles. Plaques d'immatriculation, visage, numéro de série d'équipement. Autant d'éléments que les analystes pourraient croiser pour tracer des réseaux d'approvisionnement à travers plusieurs pays. Ses côtes cassées étaient devenues une douleur constante mais gérable. Son épaule, réduite au silence par des gestes de fortune, lui laissait assez de mobilité pour manipuler une arme. Surtout, son esprit restait vif, décortiquant l'information avec la méthode qui avait fait d'elle une pilote hors pair. Vers 3 heures du matin, les talibans firent cesser leurs fouilles, apparemment convaincus qu'elle était morte ou s'était enfuie. Cette erreur leur ouvrit une liberté de mouvement. Elle put établir plusieurs postes d'observation dans la vallée, tissant seul un réseau de surveillance couvrant l'ensemble du dispositif ennemi. Fairchild Actual Ghost Rider. Mouvement sur la route d'accès nord, un convoi de 3 véhicules quitte le camp avec du personnel à haute valeur. Demande directive pour poursuite de la surveillance. La voix du général Langford répondit sans délai. Ghost Rider, maintenez l'observation mais n'engagez pas. Nous coordonnons avec les services de renseignement pour une possible interception. À travers sa lunette, Marlowe vit le convoi grimper les routes de montagne avec l'assurance de conducteurs connaissant parfaitement l'itinéraire. Ce n'étaient pas des départs précipités, c'étaient des retraits planifiés qui laissaient entendre que le camp avait été conçu avec des plans de contingence. Fairchild Actual, le convoi approche de la jonction avec la route 146. S'ils atteignent le réseau principal, le suivi deviendra nettement plus difficile. À Fairchild, la Major Celeste Armitage coordonnait avec plusieurs agences pendant que les services du renseignement passaient au crible les éléments fournis par Ghost Rider durant la nuit. Les observations de Marlowe avaient déjà déclenché des alertes prioritaires auprès d'unités de contre-espionnage dans 3 pays. Les conseillers étrangers qu'elle avait identifiés étaient tout désormais la cible de traques internationales. Mais la situation tactique immédiate ne changeait pas. Une pilote américaine blessée menait seule une mission de surveillance contre des forces ennemies dans un terrain où l'extraction était extrêmement dangereuse. Ghost Rider, nous repositionnons des drones pour suivre le convoi. Votre priorité doit basculer vers l'exploitation du camp tant que la visibilité est bonne. Marlowe acquiesça mentalement, déjà en route vers l'enceinte partiellement détruite.
La lumière du matin dévoilait des détails que la vision nocturne masquait, des inscriptions chinoises sur des composants de missiles calcinés, des numéros de série russes sur des équipements de transmission, des marquages iraniens sur des dispositifs explosifs. Le camp n'était pas seulement un centre d'entraînement, c'était un centre multinational d'études, des tactiques, du matériel et du personnel américain. Sa découverte allait redéfinir l'analyse du renseignement sur l'implication étrangère dans le conflit, à condition qu'elle survive pour en faire le rapport. Fairchild Actual, j'exploite le site, je documente le matériel étranger et les éléments à valeur de renseignement. Besoin d'orientation sur les priorités de collecte. Ghost Rider, photographiez tout, mais ne compromettez pas votre sécurité pour ramener du matériel. La valeur du renseignement passe après la sécurité du personnel. Elle répondit par un sourire en coin, amer. Dès l'instant où elle avait décliné l'extraction, la sécurité du personnel était devenue secondaire face à l'accomplissement de la mission. À présent, parcourant les ruines alors que des renforts talibans pouvaient surgir à tout instant, sa survie dépendait uniquement de sa vitesse et de sa discrétion. Les conseillers étrangers avaient emporté la plupart des éléments sensibles, mais ils avaient laissé derrière eux des indices éloquents. Manuels d'instruction en plusieurs langues, matériel de communication configuré pour les bandes de fréquences américaines. Plus inquiétant encore étaient donc des dossiers détaillés sur des pilotes américains, photographies, renseignements personnels, autant d'éléments qui ne pouvaient provenir que d'une opération de renseignement méthodique. Sa propre photo s'y trouvait. Fairchild Actual, j'ai été ciblé spécifiquement. Ce n'est pas un engagement aléatoire. Ils étudient notre personnel et nos procédures depuis des mois. Cette révélation provoqua une onde de choc chez les analystes. Si des conseillers étrangers détenaient des dossiers aussi précis sur des pilotes, il était probable que des renseignements similaires existaient pour les forces au sol, les personnels de soutien et les états-majors. L'ampleur de la fuite d'informations pouvait compromettre des opérations sur l'ensemble du théâtre. La voix du général Everett Langford prit un ton plus pressant. « Ghost Rider, on accélère l'extraction. Paquet d'hélicos en approche, arrivée prévue dans 20 minutes. » Reçu, Fairchild Actual, je poursuis la documentation du site jusqu'à l'arrivée de l'extraction. Pourtant, même en acquiesçant, Marlowe savait que 20 minutes risquaient d'être trop longues. Des bruits de véhicules retentissaient désormais sur les axes d'approche de la vallée, signe que des renforts talibans répondaient à l'attaque de la nuit précédente. Sa fenêtre d'opportunité se refermait vite. Elle se mit à photographier documents et numéros de série avec une efficacité mécanique, constituant un dossier que les analystes mettraient des mois à exploiter pleinement. Chaque cliché pouvait devenir la pièce d'un puzzle diplomatique qui occuperait des années de débat. Le camp partiellement détruit offrait de multiples caches, mais les combattants talibans familiers du terrain fouilleraient méthodiquement chaque abri. Sa radio de survie grésilla alors que l'hélicoptère de sauvetage se rapprochait. « Ghost Rider, ici le chef des équipes de sauvetage. Nous avons votre balise et sommes à 15 minutes. À noter, activité ennemie accrue dans votre secteur. Reçu, chef des sauvetages. Je termine l'exploitation du site et serai prête pour l'extraction. » À travers les bâtiments éventrés, elle apercevait des nuages de poussière annonçant l'arrivée de plusieurs véhicules. Les renforts talibans étaient arrivés plus vite que prévu. Il lui fallait maintenant choisir entre finir la collecte du renseignement et préserver ses options d'évasion. Elle choisit de continuer. La décision aurait surpris ses instructeurs de la Coast Guard Academy de New London, qui la connaissaient cadette méthodique et prudente. Elle aurait choqué les pilotes qui l'avaient d'abord considérée comme une nomination politique. En revanche, cela n'aurait pas étonné les ennemis qui avaient étudié ses opérations et compris qu'elle était une cible à éliminer de préférence. Ils savaient désormais quelque chose que son propre commandement commençait seulement à pressentir. Elle ne se percevait pas seulement comme une pilote ou un soldat. Elle se voyait comme un système d'armes, optimisé pour mener à bien ses missions quel qu'en soit le coût personnel. Et sa mission dans la vallée de Dusk Pine n'était pas achevée. Les premiers véhicules talibans atteignirent le périmètre du camp, alors que Marlowe achevait la photographie du document le plus sensible qu'elle ait trouvé. Cachée dans les ruines du bâtiment des communications, elle observa des combattants se déployer avec une précision militaire autour
de l'installation qu'ils avaient mis des mois à construire. Leur coordination tactique confirmait son hypothèse. La formation étrangère avait considérablement renforcé les capacités des talibans. Ce n'étaient plus les insurgés et désorganisés affrontés par les forces américaines par le passé, mais des soldats disciplinés conduisant des opérations selon des standards professionnels. « Fairchild Actual » transmit-elle, « des renforts ennemis sont arrivés sur le camp. Environ 20 hommes installent un périmètre de sécurité. Je suis camouflé, mais la fenêtre d'extraction se referme. » La voix du général Everett Langford grésilla dans son oreillette. « Ghost Rider, priorisez votre sécurité, nous pouvons analyser tout le renseignement que vous avez collecté. » Pourtant, à travers sa lunette, Marlowe distingua quelque chose qui changeait la donne. Parmi les renforts figuraient 2 individus en civil, portant des mallettes et des équipements de communication sophistiqués. Les conseillers étrangers n'avaient pas totalement évacué. Ils étaient en revenus récupérer du matériel trop sensible pour être abandonné. Fairchild Actual, des cibles à haute valeur sont revenus au camp. Le personnel étranger tente de récupérer des matériels sensibles dans les bâtiments détruits. Le silence depuis le quartier général dura, assez long pour que Marlowe doute que son message fût passé. Quand Langford répondit enfin, sa voix portait le poids de décisions stratégiques susceptibles d'affecter tout le déploiement. Ghost Rider, maintenez l'observation, n'engagez pas. Nous coordonnons avec des unités des opérations spéciales pour une possible interception. Mon général, le délai d'intervention des opérations spéciales dépassera ma fenêtre d'extraction. Le personnel étranger terminera son évacuation avant l'arrivée des renforts supplémentaires, fit-elle valoir. Elle exposait au quartier général le choix impossible qui l'avait guidé durant toute la mission, suivre les procédures et laisser passer une opportunité stratégique ou accepter un risque exceptionnel pour une récompense potentiellement décisive. Ghost Rider, quelle est votre évaluation de la viabilité d'une surveillance prolongée ? Demanda Langford. À travers sa lunette, elle vit les conseillers étrangers diriger les talibans dans la récupération méthodique de matériel. Leur coordination et la rapidité d'exécution laissaient supposer que la valeur du renseignement visé justifiait les risques extraordinaires qu'ils prenaient. Mon général, je peux maintenir la surveillance et documenter les opérations de récupération. Le personnel étranger priorise des éléments qui pourraient indiquer d'autres installations ou opérations. L'hélicoptère d'extraction était à moins de 10 minutes, mais les conseillers travaillaient avec une efficacité qui laissait croire qu'ils termineraient avant l'arrivée des forces spéciales américaines. Marlowe prit une nouvelle décision en rupture avec toutes les règles de sécurité et les priorités usuelles. Fairchild Actual, je me déplace vers un meilleur poste d'observation pour documenter le personnel étranger et leurs opérations de récupération. Ghost Rider, restez à votre position actuelle. Ne compromettez pas votre sécurité. Elle était déjà en mouvement, progressant à couvert parmi les décombres et les structures éventrées, réduisant la distance avec les conseillers étrangers tout en utilisant la rublage comme protection. Ces prises de vue devaient être assez précises pour permettre aux analystes d'identifier visages et équipements, ce qui exigerait une proximité doublant son exposition au danger. L'ironie ne lui échappait pas. Elle menait, blessée et munie de sa trousse de survie, une mission de reconnaissance rapprochée qui, en temps normal, aurait été confiée à des équipes d'opérations spéciales. Au travers de l'objectif, elle documenta visages, matériel et procédures susceptibles d'offrir un éclairage sans précédent sur les opérations de conseil étrangères. Chaque image pouvait constituer une preuve d'ingérence internationale, susceptible de redessiner des relations diplomatiques et des stratégies militaires. Les conseillers opéraient avec méthode. Ils récupéraient certains éléments précis et laissaient d'autres, signe qu'ils savaient exactement ce qu'ils cherchaient.